Donc, merci à toutes et tous et désolé pour cette brève interruption. On poursuit notre programme d'aujourd'hui avec, on entre dans le vif du sujet avec nos panélistes. D'abord, je sais qu'on vous les a présentés brièvement, mais je me permets de rajouter un petit peu à leur présentation. Nous avons avec nous aujourd'hui 3 panélistes ainsi que Madame Marie-Claude Savoie qui vont s'entretenir avec nous sur le sujet. Monsieur Maltais, d'abord et avant tout, qui est président de l'ACFAS, qui est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de contribuer à l'avancement des sciences au Québec, dans la francophonie canadienne et sur la scène internationale. Il est également expert universitaire à la Commission d'examen des collèges militaires du Canada et professeur en financement et politique d'éducation au campus de Lévis de l'Université du Québec à Rimouski. Ensuite, on accueille également Monsieur Paré, qui est président de l'Union étudiante du Québec. L'Union étudiante a pour mission de défendre les droits et les intérêts de la communauté étudiante et de ses 12 associations membres, de leurs 100 000 membres, en promouvant, protégeant et en améliorant la condition étudiante et la condition des communautés étudiantes locales et internationales. Par ailleurs, je souligne également la présence de M. Dassy, qui est coordonnateur du Centre d'appui à la réussite de la Faculté des lettres et sciences humaines. C'est un centre qui soutient les étudiantes et les étudiants de 2e et de 3e cycle dans la gestion de la réalisation de leurs projets d'études. Et M. Dassy, comme on le mentionnait un petit peu plus tôt, a également un doctorat en communication de l'Université Laval. Enfin, je souligne la présence de Mme Marie-Claude Savoie, qui est non pas modératrice, comme c'est indiqué sur l'affiche, mais qui va être avec nous aujourd'hui pour donner un point de vue étudiant, vraiment en tant que panéliste dans notre conversation. Elle est étudiante à la maîtrise en communication publique de 2e cycle. Donc, merci à nos panélistes d'être avec nous aujourd'hui. Pour vous faire un bref survol de comment on va procéder, on va donc avoir quelques interventions de nos panélistes pour débuter. Ça durera en tout environ une trentaine de minutes. Ensuite, on entrera dans la table ronde où je vais poser des questions à nos panélistes et qui pourront répondre à tour de rôle. Enfin, on va réserver également une période de questions, à la fois en ligne et en personne. Je vous demanderai donc de conserver vos questions pour la fin. Vous aurez l'occasion de les poser. Il y a également le petit lunch qui vous est offert après, là, qui peut être une opportunité pour vous de discuter avec nos panélistes. Donc, sans plus tarder, j'aimerais ouvrir la discussion sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui en passant la parole à M. Maltais, d'abord et avant tout. Comme je disais, vous avez donc 7 à 10 minutes pour nous faire une brève présentation qui portera sur les politiques publiques et le financement étudiant, avec un accent particulier porté sur l'aspect francophone et les FRQ. Donc le micro devant vous devrait fonctionner. Si vous voulez rester, on peut faire peut-être un petit test. Alors, il allume. Il est vert. Il est vert, mais je ne sais pas si... Voilà. Et êtes-vous en mesure de projeter la présentation à cette étape-ci? Elle est derrière vous, présentement. OK, c'est bon. Moi, je regardais là, voir si... Parfait. Bon, fait que c'est tout bon. Écoutez, peut-être, premièrement, vous dire que je tiens à saluer Mme Pilote, la doyenne, qui est ici, parce que moi, je ne l'aurais pas oublié, parce que c'est aussi une amie, une collaboratrice de longue date. On a le défaut et la qualité, toutes les deux, d'avoir, je pense que c'est juste des qualités, en fait, eu le même directeur de thèse, qui est Claude Trottier. Puis, on partage un paquet de trucs en commun. C'est vraiment un immense plaisir de se retrouver ici. Voilà. C'était ma petite première sortie. Je vais vous demander de gérer comme il faut mon temps parce que j'ai préparé à peu près une vingtaine de diapos. Normalement, j'en ai pour à peu près une vingtaine de minutes. Puis, je vais m'organiser pour compresser un peu tout ça comme préambule. De toute façon, je trouvais que c'était trop long, 20 minutes. Je commence tout le temps de ce temps-ci en disant « Nous sommes tous l'ACFAS » parce que l'ACFAS, c'est un organisme, puis on peut peut-être aller au plan de présentation. C'est un organisme qui est centenaire. On a 101 ans cette année. On a célébré le 900e anniversaire l'année dernière. Je vais vous en parler brièvement là, dans le plan de présentation un peu de l'ACFAS. Je vais vous parler ensuite de ce que nous savons des défis puis des enjeux de la recherche en français, puis des recommandations qu'on a fait, nous, aux différents paliers de gouvernement. Diapo suivant. Oui, c'est ça, non, fondé en 1923. Donc, fondé en 1923, l'ACFAS contribue de façon assez exceptionnelle à la transmission des savoirs en français puis à l'avancement de la communauté de recherche francophone.
C'est une association qui rassemble, puis fédère, puis soutient les chercheuses puis les chercheurs d'expression française, d'abord au Québec, puis ensuite à travers le pays, en contexte minoritaire, afin qu'ils puissent participer à part entière à la vie scientifique. Alors, on a 6 antennes régionales qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. La seule province où nous n'en avons pas, c'est la Colombie-Britannique. Les milieux de la recherche, puis les instances gouvernementales et les médias vont reconnaître l'ACFAS année après année comme étant un passeur d'informations puis un acteur incontournable de l'espace de la recherche scientifique en langue française. L'ACFAS va défendre les intérêts d'un écosystème de recherche puis d'innovation qui est dynamique, qui est équilibré puis qui est au service de la société. Il faut bien comprendre que le système de recherche qu'on a ici au Québec est assez unique là, sur ce plan-là. Alors, il faut le défendre. Il ne faut pas juste le représenter puis le valoriser, mais aussi il faut le défendre. Donc, l'ACFAS a rendu au cours des dernières années, 2021, j'étais pas président quand on a commencé ça, mais j'étais dans la rédaction des rapports parce que j'étais au conseil d'administration. 11 mémoires produits dans le cadre de différentes consultations fédérales et provinciales. Vous allez les trouver sur notre site Internet. On peut rendre publique cette présentation-là, puis la partager là, sur le site de la LIS à la suite de la présentation, il n'y a aucun souci. Donc, ce que nous savons des défis, en juin 2021, l'ACFAS a fait paraître le rapport « Portrait et défis de la recherche en contexte minoritaire au Canada », une étude qui a été menée par Éric Fogg puis Vincent Larivière, là, qui sont très connus à l'heure actuelle. À l'appui d'une analyse de base de données puis de sondage, le rapport met en évidence que la place du français est en déclin presque partout dans le système de la recherche au Canada, tant du point de vue de la diffusion que du financement de la recherche. Il offre un éclairage inédit sur la réalité des chercheurs d'expression française évoluant en contexte minoritaire, dans un contexte où jusqu'à récemment, il n'existait que très peu de données sur leur situation. C'est un domaine dans lequel Annie a travaillé d'ailleurs de façon importante. Je dis Annie, mais là... Depuis sa parution, le rapport a permis à l'ACFAS de mieux sensibiliser les instances gouvernementales et de la recherche à une réalité qui est méconnue. Il faut bien comprendre que c'est aussi à ça que ça sert, là, les recherches qu'on fait, à voir plus clair, puis aussi à sensibiliser correctement les acteurs politiques, puis d'éclairer leur prise de décision. Donc, les chercheurs d'expression française représentent 21% de la communauté de la recherche au Canada. Pourtant, 5 à 12% des demandes de financement auprès des organismes subventionnaires fédéraux sont déposées en langue française. Au CRSNG, le taux est stable depuis 1990. Dans les IRSC, c'est aussi stable depuis les années 2000. À la FCI, on observe une baisse de 7 points de pourcentage. Au CRSH, ce taux est de 12% pour le programme Savoir. Il était de 24% dans les années 90. Quelques données issues du rapport de 2021. Au Canada, les revues anglaises constituent la très forte majorité, au-delà de 90%, de l'ensemble des revues créées au pays. En fait, les revues françaises ne représentent qu'environ 10% des revues créées depuis les années 60 au Canada. On est loin de la représentation proportionnelle à la population. En contexte majoritaire, au Québec, Bégin-Carouette, puis Papy, puis Benassine se sont penchés récemment sur les facteurs qui favorisent ou contraignent la production puis la diffusion. Ils relèvent que les motivations des professeurs francophones sont similaires qu'ils œuvrent dans un contexte minoritaire ou majoritaire. Le souhait de créer ou de renforcer les collaborations nationales puis internationales, de même que le désir d'être lu, cité, reconnu, financé, et de faire progresser sa carrière, fait partie intégrante des décisions que les gens prennent, à publier d'une façon ou une autre, ou à faire des demandes de subvention dans une langue ou l'autre. Quelques constats tirés d'un mémoire qu'on a déposé au Comité permanent de la science et de la recherche, que j'ai présenté avec ma directrice générale, Sophie Montreuil, au printemps dernier. On constatait que plusieurs iniquités structurelles liées au financement de la recherche à l'échelle de l'ensemble des universités au pays. En fait, les enjeux de financement de la recherche en français sont directement liés au financement des petites puis des moyennes universités, ainsi que des universités dites de région. Et ces iniquités de financement sont engendrées par le système d'octroi de subventions de recherche par les fonds subventionnaires du Canada. Pour bien comprendre, nous, en 2020-2021, c'est 74% de l'argent du gouvernement du Canada qui allait entre les mains de 15 universités qui font partie du U15. Alors, dans le U15, dont l'Université Laval fait partie, il y a 2 universités de langue française. Une bilingue,
Ce qui veut dire qu'au départ, vous voyez que la répartition est excessivement défavorable pour les universités de langue française ou ceux qui s'engagent dans un parcours francophone pour leurs activités de recherche. Donc, ces universités comptent seulement 52% du corps professoral, puis 59% des communautés étudiantes au cycle supérieur de tout le pays. 77% de ces fonds publics sont par ailleurs allés aux 20% de chercheurs qui étaient déjà les mieux financés. Les universités anglophones membres du U15, soit 12 universités, se partagent près de 60% du financement du gouvernement, les universités anglophones, c'est ça, du Canada, alors qu'on y dénombre un peu plus de 40% du corps professoral et des étudiants inscrits au cycle supérieur. Ce qu'il faut bien comprendre quand on lit ça, c'est que les universités de langue française, comme l'Université Laval ou l'Université de Montréal, vont, toute proportion gardée avec les sommes qu'elles reçoivent, faire un effort beaucoup plus important pour avoir davantage, donc l'effort pour diplômer des étudiants au deuxième et troisième cycle est beaucoup plus important pour les universités de langue française que pour les universités anglophones, dans le U15. De leur côté, les deux universités, bon, c'est ce que je viens de dire, voilà. Donc, en bref, le programme de financement du gouvernement du Canada, dans sa conception même, avantage les chercheurs dont le bagage de subvention est considérable, avec moins d'égards quant aux retombées de leur recherche pour la société. Centraliser ainsi le financement pour augmenter le retour sur investissement. Il vous reste 2 minutes. Mon Dieu, on a encore l'éternité. Cette concentration du financement de la recherche dans les mains d'une minorité de chercheurs n'apporte pas d'avantage collectif en termes de retombées puis d'impact. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Même nous, on postule que c'est le contraire. Il faut qu'il y ait une équité d'accès à des subventions de recherche sur l'ensemble du territoire parce que les gens sont intelligents à peu près égal dans l'ensemble des universités, je vais le dire de même, c'est pas nécessairement la capacité à livrer des résultats de recherche intéressants est liée à ta capacité à recevoir des subventions. Alors même si tu es le meilleur joueur dans l'équipe, si tu n'as pas accès à des programmes de deuxième, troisième cycle puis à des étudiants, si tu n'as pas accès à des subventions de recherche pour faire venir ces étudiants-là, nécessairement les résultats de tes travaux de recherche vont être inférieurs à des tiers. Puis si en plus tu es obligé de te concentrer sur la production en langue anglaise pour y arriver, nécessairement, puis ça c'est le commissaire à la langue française qui l'a mis en relief au cours des 2 dernières années, Benoît Dubreuil, l'effort cognitif qu'il faut fournir pour arriver à un même résultat qu'un anglophone dont la langue première est l'anglais est de 30 à 50% plus élevé. Ce qui veut dire que pour avoir le même niveau de performance, il faut que tu sois 30 à 50% plus brillant, je vais le formuler comme ça, qu'un autre joueur. Ce qui amène une iniquité fondamentale dans l'ensemble de la production scientifique au pays. Je vous inviterai à conclure dans les prochaines 30 secondes, si exact. possible. Vous pourrez aller lire les recommandations qu'on a faites sur cette question-là et on pourra en discuter aussi dans la suite de nos échanges. Merci. Tout à fait. Nous allons définitivement aborder la question francophone dans nos échanges un peu plus loin dans la table ronde. Merci beaucoup pour cette intervention et ces mots de bienvenue. On va donc maintenant mettre la deuxième présentation à l'écran et je vais inviter M. Paré à dire quelques mots. Son intervention sera axée principalement sur le dernier rapport de l'Union étudiante du Québec et sur l'endettement étudiant et l'accessibilité au programme de bourse. Est-ce que le micro devant vous fonctionne comme il faut, M. Paré? Bonjour tout le monde. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Étienne Paré, je suis président à l'Union étudiante du Québec. Tu peux tout de suite passer à la prochaine slide, il y a une coquille sur celle-là, puis je suis un peu gêné. L'Union étudiante du Québec, on est une association étudiante nationale. On représente plus de 100 000 personnes étudiantes à travers tout le territoire du Québec. Je suis probablement la seule personne dans cette salle qui n'a pas étudié au cycle supérieur. Par contre, on a une forte population au cycle supérieur dans nos membres. C'est pour ça qu'il y a plusieurs des constats que je partage aujourd'hui qui vont être un peu plus orientés sur ce volet-là. Comme Janie l'a mentionné dans la présentation, l'UEC s'est penché sur la question de l'endettement et du financement étudiant dans les dernières années. C'était une demande de nos associations étudiantes là, depuis
depuis quelques temps. Il y a très peu de données qui existent au Québec sur l'endettement étudiant. Puis c'est quelque chose qui est quand même problématique. Puis un peu à l'instar de ce qu'on a fait quand on a fait la première enquête nationale sur la santé psychologique étudiante. Aujourd'hui, ça a été repris par un observatoire sur la santé mentale, puis qui va lui-même faire les enquêtes désormais. Ben, je lance l'invitation. Il y a des chercheurs dans cette salle. Si jamais éventuellement il y en avait que ça leur tentait de devenir un peu les experts de ce dossier-là, le champ est libre au Québec en ce moment. Puis il y a des enjeux qu'on a avec cette enquête-là. Ben, c'est comme c'était la première, elle date de 2022. On n'a pas nécessairement de comparatif. Donc pour nous, ce serait vraiment important là, qu'on refasse des enquêtes dans le futur pour pouvoir évaluer dans le temps là, l'évolution de ce qui se passe au niveau du financement puis de l'endettement étudiant. Ouais. Donc, avant de poursuivre avec certains des constats qu'on a, l'enquête nous a permis de recueillir quand même 12 216 réponses à travers 13 campus universitaires. Ça a été un énorme travail de mobilisation de la part des associations étudiantes pour obtenir ces données-là. Je vais vous présenter quelques constats très brefs aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus détaillé. Si ça vous intéresse, le rapport est disponible sur notre site Internet. On a également une note qui permet de présenter un peu les constats que moi, j'en ai tirés avec mon équipe l'an dernier pour voir les positions qu'on met de l'avant auprès du gouvernement suite à ça. Mais c'est une base de données qui est assez exhaustive. Il y a plusieurs angles d'analyse, là, notamment par cycle d'études que je vais vous présenter brièvement aujourd'hui, mais également des trucs associés au genre, associés au statut, étudiants en situation de handicap, par exemple, puis tout ça. Fait qu'il y a quand même plusieurs angles également là, qui pourraient vous intéresser. C'est une lecture quand même assez sympathique, là, donc je vous invite à aller la feuilleter quand vous avez un peu de temps. Un des premiers constats qui nous a alarmé le plus, je vous dirais, c'est au niveau de l'endettement étudiant, sans grande surprise. Ce qu'on ressort de ce rapport-là, sur 88,5% des montants qui sont octroyés en prêt à la population étudiante, ça se trouve principalement auprès de l'AFE et auprès des institutions bancaires privées. Quand on divise les montants, on observe que c'est environ là, c'est 44,2% à l'AFE provinciale et 41,1% à les institutions bancaires privées. Par contre, là où je vais attirer votre attention, le constat qui est un peu plus alarmant. Quand on contracte un prêt à l'AFE, en moyenne, le maximum qu'on obtient, c'est 5 854 $. Mais le total des montants ici dont on vous parle, c'est le total d'endettement des étudiants. Il y a énormément moins de bénéficiaires de prêts auprès d'institutions bancaires privées qu'il y en a auprès d'institutions, auprès de l'AFE. C'est parce que quand tu vas t'endetter auprès d'une banque, en moyenne, tu t'endettes à hauteur de 22 711 $. Vous voyez, l'écart est d'environ 17 000 $ entre un prêt contracté auprès de l'AFE et un prêt contracté auprès d'une institution bancaire privée. Il y a des avantages clairs à s'endetter au privé. Quand on s'endette à l'AFE, on ne paye pas d'intérêt pendant ses études. C'est un bon endettement. On a des possibilités de gel de paiement de 6 mois après ses études. On n'est pas considéré impacté dans sa cote de crédit, notamment quand il vient le temps de faire une demande pour une hypothèque, par exemple, parce que le gouvernement assume ce prêt-là, ce qui n'est pas le cas d'un prêt privé. Mais il y en a une crise avec l'aide financière aux études en ce moment. D'ailleurs, l'UEC et son homologue collégial de la Fédération étudiante collégiale du Québec, ils sont partis en campagne samedi. On a fait beaucoup de médias à cet effet-là pour dénoncer justement la crise d'aide financière aux études qu'on vit présentement. Le nombre de demandes est passé de 202 000 en 2017-2018 à 147 000 en 2021-2022. C'est un processus qui est long, qui est pénible, qui est difficile de faire une demande d'aide financière aux études. Mais en plus, il y en a 22 054 qui sont passés au travers de ce phénomène-là avec toute la paperasse, les plusieurs semaines que ça prend, et qu'une fois qu'ils ont vu le montant qu'on leur a offert, ils ont fait « Non, merci, c'est pas suffisant, je vais aller m'endetter ailleurs ». D'une part, on a un problème de littératie financière, parce que si les gens comprenaient réellement les bénéfices de l'aide financière aux études, ils auraient quand même pris le prêt qu'on leur a offert. Mais d'une part, il y a un problème que le calcul ne fonctionne pas. Clairement qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, parce que c'est pas normal que 22 054 personnes étudiantes voient le montant qu'on leur offre et font « Non, merci, je vais aller chercher de l'aide ailleurs ». Puis ça, ça me ramène à la question du 22 711 $ chez les institutions bancaires privées et le 5 854 $ à l'AFE. Clairement, il y a un besoin de liquidité. Les gens vont aller la trouver ailleurs, cette liquidité-là. Ce ne sera pas auprès du gouvernement. Je peux passer maintenant à la prochaine diapositive. Pour passer très rapidement, les dépenses de la population étudiante, on estime environ autour de 31 000 $ les dépenses annuelles d'une personne étudiante. 28% environ de ça va dans le logement. On a une crise du logement en ce moment au Québec. Les logements sont difficiles à accéder. Ça coûte excessivement cher. Vous n'êtes pas sans être surpris, mais pour la population étudiante internationale, c'est probablement pire encore parce que tu arrives ici, tu connais moins les mœurs, tu tombes sur un propriétaire moindrement... en tout cas, je vais rester poli, là. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui se font malheureusement abuser dans ces situations-là. Puis c'est quelque chose qu'on dénonce fortement. Puis d'ailleurs, si on avait un calcul de l'aide financière aux études qui fonctionnait
fonctionnait mieux, on pourrait tenir en compte cette crise du logement-là, puis on pourrait trouver des solutions pour éviter là, que cette précarité-là se maintienne. D'ailleurs, la précarité liée au logement, c'est pas juste une question d'argent, c'est aussi une question de qualité des logements. Généralement, un étudiant qui paye moins cher de loyer, ben, il habite à 5 dans un 6,5, ce qui est, selon moi, plus précaire que de payer plus cher et d'habiter seul dans un 3,5. Mais c'est le genre de situation qu'on voit en ce moment. Autre petit point que j'attire votre attention, les dépenses en alimentation à hauteur d'environ 16 %. C'est un chiffre qui est probablement plus bas que ce qu'il devrait être, parce que probablement que c'est la première dépense dans laquelle la population étudiante coupe. Elle va aller à l'épicerie moins cher, elle va se nourrir de ramen puis de craft dinner à la place de manger un vrai repas. Donc, probablement que ces dépenses-là sont vues à la baisse. La FEC nous annonçait en fait semaine dernière que c'est 1 étudiant sur 5 au collégial et universitaire qui utilise les banques alimentaires. Vous comprendrez que c'est pas normal. Les banques alimentaires, c'est de l'aide de dernier recours. Si les étudiants vont se nourrir dans les banques alimentaires, ben il y a aussi le volet qu'on compétitionne les vrais pauvres, si on veut, entre guillemets. C'est pas normal. Ça devrait pas être la réalité, malheureusement. Donc, les grands constats de la FE, je les ai pas mal résumés, mais nous, ce qu'on veut, évidemment, c'est une mise à jour du calcul avec un lieu de concertation public pour en parler, pour justement améliorer le calcul de la FE. Là, je vous amènerai à la prochaine diapositive par rapport aux conditions financières selon les cycles d'études. Je vais juste présenter ça avant d'introduire le prochain sujet que je vais essayer de speedrunner d'ici la fin de la présentation, mais tout ce que vous avez à retenir ici, c'est que naturellement, les besoins augmentent avec le cycle d'études. Donc, un étudiant qui est au premier cycle a moins de dépenses qu'un étudiant qui est au deuxième ou au troisième cycle. Ce qui est intéressant, par contre, l'étudiant au deuxième ou au troisième cycle a accès à des plus grosses bourses. Puis ça vient principalement dû au fait qu'il y a des bourses des organismes subventionnaires au fédéral, au provincial, qui sont plus généreuses que les bourses de l'aide financière aux études. C'est ce qui permet de faire la différence dans la vie de beaucoup de monde. Puis le but de vous présenter ça, c'est tout simplement parce que on a un enjeu en ce moment avec le financement de la recherche. Puis je pourrais passer à la prochaine diapositive. Il vous reste 2 minutes. Je vais speedrunner ça en 2 minutes. Parce que ça va être, la dernière slide, elle va être très simple, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. On a obtenu un gain majeur au printemps dernier par rapport au financement de la recherche étudiante. Après des années de revendication de l'UEC, notre partenaire fédéral, CASA ACAE, on n'avançait pas. Depuis 2003, les montants des bourses n'avaient pas été augmentés. C'était un énorme problème. Puis ce qui a fait la différence, c'est notamment quand on a eu l'assistance des administrations universitaires qui sont donné un coup de main. Ça a commencé avec la campagne Support Science, dont le défunt professeur Bernatchez, qui était ici même à l'Université Laval, a mis sur pied avec Mark Johnson, un professeur ontarien. Puis d'avoir cet appui-là, ça a passé un peu de, je vous dirais, j'aime pas le mot caprice, là, mais ça a passé comme une demande étudiante à non, il y a un enjeu structurant, on a un problème. De ça est découlé plusieurs rapports, notamment le rapport Bouchard. Il y a également un rapport du comité permanent de la recherche. D'ailleurs, je me permets de faire un petit shout-out à député Maxime Blanchette-Jonca, qui a été un allié incroyable dans cette cause-là de A à Z. Tout ça a permis d'obtenir au final 825 millions de dollars sur 5 ans dans les bourses étudiantes. Fait qu'on a pu voir l'augmentation des montants. La bourse de maîtrise est passée de 17 700 à 27 000, puis la bourse doctorale est passée de 20 000 à 35 000 à des bourses de 40 000. Puis, il y a également eu 1720 nouvelles bourses. Là, Michelot, je te passerai ma dernière diapositive. Bien, vous comprendrez que notre demande est assez simple. On veut que le FRQ fasse la même chose. En ce moment, un doctorant au FRQ reçoit moins par année qu'un étudiant à la maîtrise au CRHH, au CRSNG ou à l'IRSC. Fait que vous comprendrez que pour la prochaine année, bien, un des trucs qu'on veut absolument mettre de l'avant, c'est ça. Je vous invite à rester à l'affût des réseaux sociaux de l'UEC. Ça se peut que ce soit un sujet prépondérant à la session d'hiver, notamment dans le cadre des représentations prébudgétaires. On a fait le calcul rapide, c'est un calcul, c'est un simple produit croisé, mais ce serait environ 19 millions par année d'équivaloir les montants des organismes subventionnaires fédéraux au FRQ. Vous me direz que c'est peu, pour certains c'est beaucoup, ça dépend de quelle est votre grille d'analyse. Puis ajouter le même nombre de bourses au prorata du nombre d'étudiants en cycle supérieur, le 1720 qui a été acheté pour le Canada, ajouter ce prorata-là au Québec, ce serait un autre 23 millions. Fait que pour environ 42 millions récurrents par année, on pourrait équivaloir les investissements qui ont été faits par le gouvernement fédéral pour permettre à davantage d'étudiants au Québec qui font de la recherche dans nos universités, font de la recherche en français, comme qui intéresse clairement la FAS de ce côté-là. Je conclue en vous disant, si vous pouvez donner un coup de main à qui que ce soit dans cette salle, l'administration universitaire, les étudiants, bien c'est sûr que la mobilisation, ça va être important pour obtenir ce gain-là au prochain budget. Merci. Merci beaucoup, M. Paré.
J'invite donc maintenant M. Dassy à nous parler pendant les 7 à 10 prochaines minutes de l'accent particulier qui est accordé aux besoins de financement ressentis par les étudiants internationaux autonomes et les étudiants de l'Université Laval. M. Dassy, la parole est à vous. Est-ce que vous aviez la présentation à l'écran? Alors, je salue tout le monde et je suis très content de prendre la parole ici aujourd'hui. Je ne suis pas un expert du financement universitaire, je suis plutôt un expert du non-financement parce que quand j'ai fait mon doctorat, je n'ai jamais été financé. Donc, s'il faut parler de quelqu'un qui a fait le doctorat sans financement, je suis le premier candidat. Je viens aujourd'hui présenter le centre d'appui que nous appelons maintenant Centre interfacultaire d'appui à la réussite, parce que, j'espère que vous m'entendez, je rapproche encore plus le micro. Je ne voudrais pas le mordre non plus parce que j'ai des dents qui me font mal. Alors, je voulais vous présenter les 4 filons sur lesquels le centre d'appui travaille et à partir de là, développer ensemble une réflexion sur ce que peut être les nécessités de financement des étudiants. Donc, le centre a été ouvert il y a 1 an et demi, presque 2 ans. Nous offrons du mentorat personnalisé aux étudiants qui ont des difficultés à comprendre un certain nombre de questions purement académiques, c'est-à-dire épistémologiques. On étudie nos affaires et puis on ne les comprend pas. Et on demande le coup de main comme on demandait quand on était plus jeune à nos grands frères. Donc, c'est du soutien personnalisé pour la résolution des situations académiques problématiques. Nous avons un deuxième filon qui est celui de l'offre des ateliers de formation pour en groupe, alors que la première s'adressait à un individu tout seul, le deuxième c'est un groupe, il faut s'inscrire pour participer à ces ateliers et apprendre des techniques, des habilités, des capacités d'intervention qui ne sont pas enseignées en classe. La dernière, on l'a développée, ça va être plus ou moins la même nécessité pour le financement. Nous avions un gros problème de publication des étudiants qui travaillent et qui ont la nécessité de publier des articles relatifs à leurs études et qui ne trouvent pas d'ébauche dehors parce que justement le monde de la publication dehors est un peu dangereux, un peu fait d'un monde de loups. Et donc, finalement, comme moi, beaucoup vont se retrouver à la fin des études sans avoir publié une seule chose. Et naturellement, quand ils vont se présenter pour demander le travail quelque part, la première question qu'on va lui poser, surtout le travail de professeur, c'est « Est-ce que vous avez publié quelque chose ?» La réponse, c'est non. Et donc, il n'y a pas de place. Alors, le centre travaille en prenant en considération les valeurs de l'université. Nous les avons entièrement prises et on les a alignées là, l'audace, la bienveillance et dans le respect. Quand tu viens chez nous, on te prend en souriant, puis on essaie d'entrer en collaboration avec toi pour voir quels sont les problèmes particuliers qui te dérangent dans la recherche naturellement de l'excellence et visant toutefois l'inclusion de l'étudiant dans tout le système. Une réflexion est menée au centre depuis le début sur les questions de financement. C'est une réflexion sur laquelle nous n'avons pas encore de solution, même si cette réflexion a débouché à une intervention sérieuse, par exemple, de notre vice-doyen qui allait intervenir au niveau de notre faculté pour que les bourses d'admission ne soient plus niées à ceux qui faisaient des années préparatoires et qui se retrouvaient en première année en doctorat sans que la bourse soit plus possible d'être demandée. Nous sommes un centre qui sert aujourd'hui 5 facultés, la faculté des lettres et sciences humaines, les autres sont là, la faculté des sciences de l'éducation, ils ont adhéré à un certain nombre d'initiatives que nous avons mis sur pied, la faculté des sciences religieuses et de la théologie, et puis la philosophie et naturellement les sciences sociales. Des projets de recherche de nos étudiants sont caractérisés par l'initiative individuelle. L'initiative individuelle, ça veut dire que chacun vient avec son projet, avec son idée. Hein. D'ailleurs, quand on nous met en classe, on nous dit c'est quoi que vous travaillez, monsieur? Je dis je vais travailler sur la communication des crapauds au Cameroun. L'autre dit j'ai l'intention de travailler sur la dérive culturelle dans notre pays. Chacun vient avec son sujet, ce qui n'est pas le cas dans d'autres facultés, ici à l'université, où les étudiants se retrouvent dans des écoles de formation ou des écoles de recherche, des centres de recherche structurés, des groupes déjà financés, et ils se trouvent à travailler sur un petit aspect d'une question qui caractérise déjà les travaux du centre et qui font en sorte qu'il ne doit pas concevoir, lui, son projet de recherche. C'est déjà en quelque sorte encadré.
Alors, le fait que nous venions avec notre projet d'étude répond à une exigence fondamentale qui va aussi toucher d'une certaine manière les questions de financement. C'est que nous sommes inscrits dans un processus autonome. Et c'est très fort dit, les documents de la FESP soulignent ça continuellement. Nous sommes ici pour mener de façon experte et autonome une recherche d'envergure pour que cette recherche puisse contribuer au développement des connaissances dans notre secteur. Et le mode de formation aussi le dit. Nous allons essayer d'atteindre ces objectifs principalement par la réalisation toujours autonome. Il faut qu'on se batte un peu seul. C'est ce que ça veut dire. Dans le projet de recherche, contribuer à l'avancement naturellement de la connaissance dans notre monde. Donc l'autonomie qui est placée au milieu et qui est le principe même qui dirige notre engagement dans cette université, doit avoir quelquefois des conceptions particulières, comme l'autarcie. Il y en a qui sont un peu renfermés tout seuls, et d'où le développement de certaines initiatives pour nous, pour rompre l'isolement. Il y en a qui ont, avec des professeurs et l'ensemble de l'encadrement, des rapports proposés naturellement par le milieu universitaire, qui sont comme des rapports de mercenariat, où le professeur apparaît puis disparaît, et on se retrouve justement pris dans son autonomie. Une telle conception du parcours de formation suppose la disponibilité des sous. C'est ça, de l'argent. Si on n'a pas d'argent, on ne va nulle part. Son intervention me plaisait beaucoup parce que ça me faisait réveiller des velléités d'action syndicale revendicative. Parce qu'en fait, il faudrait qu'on réfléchisse un peu sur quels sont les besoins des étudiants. Et il les a touchés. Quand on s'inscrit ici, surtout les étudiants internationaux, on arrive là, et l'apprentissage de la recherche requiert que nous concevions et que nous réalisons une recherche complexe. Je connais des amis qui ont fait des recherches sur le terrain, des recherches à action qui demandaient une mobilisation logistique et financière importante de plus de 20 000 $ qui devait sortir de ses propres poches, qui est sorti de ses propres poches pour pouvoir conduire sa recherche. Nous avons donc, quand on s'inscrit, on prend sur notre dos une série de nécessités qui demandent de l'argent. Mais si on n'a pas cet argent, on ne va pas réussir. Et le deuxième, c'est que nous avons avec nous encore, et ça surmonte nos besoins vitaux, en plus des besoins académiques que nous venons d'ajouter, celui du logement a été cité, mais pas seulement toute notre vie sociale. Là, les personnes qui sont à notre charge, parce que généralement, les gens qui sont en doctorat, ils n'ont pas 18 ans ou 20 ans. Ça avance, et plus ça avance, et plus il y a de chances que ces doctorants soient eux aussi responsables d'autres personnes qui sont à leur charge, qui peuvent être leurs fils et leurs femmes, je ne sais pas, toute une famille. Okay. Donc, il vous reste 2 minutes. 1 minute, je vais la terminer tout de suite. Donc, vous avez dit 2, j'essaie d'accélérer en 1, là. Et donc, ces charges-là, ça surmonte. Et l'étudiant qui arrive à un âge particulier et qui a la bourse pourrait se consacrer aux études, parce que ça demande de la consacration. Ça demande du temps. On ne peut pas faire le doctorat sans y consacrer beaucoup de temps. D'ailleurs, chaque matière sur notre site internet dit que si tu prends chaque matière ici à l'université, il faut calculer 9 heures par semaine, dont 3 heures de cours, 3 heures d'études et 3 heures de devoirs. En doctorat, il faudrait ajouter. Et donc, ça, ce sont pour des cours de 3 crédits. Si nous avons des crédits de recherche, des 7 crédits de recherche par certaines matières, il faut multiplier par le nombre pour voir le temps qu'il faut dédier à ça. Et donc, pour pouvoir finalement avancer, il faut compter sur ses propres fonds. Si tu en as. Si tu n'en as pas, tu dois travailler. Plus tu travailles, plus tu enlèves le temps aux études. Et ça nous amène donc à un taux d'abandon élevé de 64%, plus ou moins, dans notre parcours. Et ceux qui réfléchissent sur les politiques de financement devraient prendre en considération ces données et voir qu'en prenant des mesures spécifiques à des positions spécifiques, ils seront en mesure de redresser ça. Le s'entraîner pour essayer de donner sa contribution au moins pour soutenir le côté académique des étudiants, il faudrait approfondir une réflexion financière de la façon dont nous avons approfondi une réflexion académique pour soutenir les gens, pour que les gens qui s'inscrivent en doctorat aient toutes les chances nécessaires, même en maîtrise, pour réussir. Ça, c'était la fin de ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, M. Darcy. C'est tout à fait juste, effectivement.
Je donnerai donc la parole à Marie-Claude qui viendra nous donner un point de vue étudiant sur la situation. Donc, Marie-Claude, la parole est à toi pour les prochaines minutes. Oui, bonjour à tout le monde. Comme Janie l'a dit, aujourd'hui, j'ai vraiment été invitée pour venir vous partager mon expérience en tant qu'étudiante. Alors, c'est sûr que mon point de vue va être un peu plus subjectif et vraiment très teinté de mon expérience comme étudiante au cycle supérieur. Et je pense que comme bonne petite introduction, là, je vais dire que de vous partager mon parcours qui m'a rendu ici aujourd'hui à cette table ronde pourrait être intéressante là, pour que vous compreniez un peu mes interventions tout au long de cette table ronde. D'abord, j'ai fait mes études de premier cycle en communication ici à l'Université Laval de 2010 à 2013. Ensuite, j'ai fait un certificat en rédaction professionnelle. Donc, si vous faites le calcul, je fais un retour aux études là, depuis la pandémie. Ça faisait près de 10 ans là, que j'étais sur le marché du travail et je sentais que j'avais besoin d'un défi supplémentaire. Un défi supplémentaire aussi en termes d'heures, apparemment, parce que c'est beaucoup de temps, là, être aux études supérieures. J'ai commencé par un micro-programme de deuxième cycle en marketing numérique que j'ai abandonné parce que, Colin, ça m'a donné le goût de poursuivre la maîtrise. Alors, je me suis inscrite à la maîtrise professionnelle en communication publique, relations publiques, un programme que j'ai aussi abandonné pour choisir le parcours avec recherche. Ça, je pense que je vais le dire un peu tout au long de mes interventions à l'Université Laval. Je trouve que c'est un super beau milieu de vie. Au département d'information de communication, je salue M. Ancio qui a été, je ne sais pas s'il s'en rend compte, là, mais qui a quand même eu un impact sur mon choix de poursuivre à la recherche. Un petit impact, là, mais quand même, par sa disponibilité et aussi la disponibilité des autres professeurs qui m'ont enseigné. Je pense à Gilles Gauthier, à Colette Brun, qui est aujourd'hui ma directrice de recherche. Alors, comme je vous disais, j'avais besoin d'un défi supplémentaire. J'avais besoin d'aller me casser la tête sur des choses qui me semblaient peut-être un peu moins superficielles que ce que je faisais dans le cadre de mon travail. Et en décidant d'entreprendre un parcours à la recherche à la maîtrise, je me suis rendu compte que... puis aussi, mon projet de recherche, porte sur la balado-diffusion en français chez les humoristes québécois. Donc, la recherche en français, ça me touche beaucoup. Là. Je suis vraiment contente de pouvoir documenter d'un point de vue scientifique la production culturelle au Québec. Et je pense que par la maîtrise, je sentais de par ma curiosité que j'allais pas pouvoir répondre à toutes mes questions seulement à la maîtrise. Donc, c'est pourquoi... Environ autour de 2022, je me suis dit, OK, je pense que je vais peut-être même poursuivre au doctorat. Donc, déjà là, la graine était implantée dans ma tête et commençait à germer très rapidement. Et parallèlement à ça, mes études au deuxième cycle, je suis également employée à temps plein dans un institut de recherche ici à l'Université Laval, donc l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l'Université Laval. Donc, ça fait quand même là, près de 3 ans là, que je côtoie des professeurs, des chercheurs, oui, dans le cadre de mes études, mais aussi à l'Institut. Et c'est là que je me suis rendu compte que probablement que je vais continuer à me chercher là, pendant toutes ces années-là sur le milieu du travail. Puis, le contexte académique, la recherche, c'est là que je me sens bien. Donc, je me suis dit, je pense que c'est une bonne décision de finalement tourner ma vie à l'envers puis de faire, Colin, je me réoriente, oui, en communication, mais dans le domaine de la recherche. Et quand Michelot m'a invité à participer à la table ronde aujourd'hui, je trouvais ça très dadon parce que hier, j'ai déposé ma demande là, de bourse là, pour le CRSH. C'est un très gros processus. Je suis contente de pouvoir partager mon expérience aujourd'hui avec peut-être des collègues étudiants et étudiantes qui vont passer par là ou qui sont en train de passer par là. C'est un énorme processus qui demande beaucoup de préparation. Oui, pour l'Université Laval, par exemple, le CRSH, la date limite, c'est cette semaine, là, c'est le 26 septembre. Mais préparer une demande de bourse, ça se prépare bien avant le dernier mois ou le dernier 2 mois sur lequel j'ai travaillé sur mes demandes. Moi, j'ai commencé à travailler sur mon dossier pour éventuellement avoir des bourses de doctorat il y a 2 ans. Je veux dire, pour vous parler un peu de
à quoi ressemble ma vie d'étudiante présentement et depuis déjà quand même quelques années. Comme je vous ai dit, je travaille à temps plein dans mon domaine, en communication. Je suis conseillère en communication. J'ai fait mes cours, évidemment, à temps partiel. Pour moi, avoir moins que A+, ce n'était pas possible. J'ai heureusement atteint cet objectif-là. Ensuite, à l'Université Laval, mais aussi, on le voit là, dans les critères là, de sélection là, pour gagner des points, là, pour obtenir une bourse, il faut être impliqué. Donc, j'ai fait des contrats d'auxiliaire de recherche. J'en fais présentement 2 en même temps, en plus de mon travail, en plus de rédaction de mon mémoire. J'ai fait beaucoup de bénévolat, autant à l'Université Laval qu'en dehors de l'Université Laval, notamment avec bénévoles d'expertise. Et ensuite, j'ai essayé, de par mon réseau de contacts, de pouvoir produire de la recherche. Donc, avec notamment la faculté de lettres et de sciences humaines, j'ai participé à la journée de la recherche de la création. J'ai pu créer une affiche scientifique que j'ai présentée. Mes contrats d'auxiliaire m'ont permis de co-signer un article avec même des chercheurs à l'international. J'ai aussi participé à des conférences internationales pour présenter mes résultats de recherche avec le support financier de la faculté, du Bureau international, de l'AELIE. Alors, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup d'incertitudes, parce que malgré tous ces efforts-là, il n'y a rien qui me garantit qu'au mois d'avril, je vais avoir une réponse favorable. Et maintenant, moi, dans la trentaine, moi, je pensais pas changer ma vie comme ça puis aller faire des études supérieures, là. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai quand même une situation beaucoup plus privilégiée que j'avais quand j'étais au premier cycle. Moi aussi, je suis une étudiante de première génération. J'ai été élevée par une mère monoparentale qui a une scolarité de secondaire 1. Donc, maintenant, arriver à maîtrise et bientôt au doctorat, ça la dépasse un peu ce que je fais. C'est très abstrait. Mais aujourd'hui, j'ai quand même une hypothèque à payer, mais je veux poursuivre ce nouveau rêve-là. Je veux faire partie de la relève scientifique. Ça me motive. J'ai l'impression que je peux faire des choses concrètes pour l'avancement de la recherche en français, notamment, de la culture francophone au Québec. Et mon processus de demande de bourse, évidemment, va être quand même assez essentiel, là, je pense, là, dans ma réussite au doctorat. Alors, souhaitez-moi bonne chance, s'il vous plaît. Et puis, j'espère que mon expérience va pouvoir un peu enrichir la discussion. Et voilà. Donc, merci beaucoup à l'AELIE pour l'invitation. Merci beaucoup, Marie-Claude, pour cette présentation touchante, je dois dire. Je me permets je me relie à ta situation aussi, puis je trouve ça impressionnant. Je vois le temps qui file. Nous entrerons maintenant dans la partie table ronde de notre discussion.